Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un braquage survenu aujourd'hui à Mi-Sebo en plein cœur de Cotonou. Les braqueurs ont disparu dans la nature après leur forfait. Experts et techniciens de l'environnement échangent à Cotonou pour une meilleure conservation des écosystèmes. C'est à travers l'évaluation de la 5e édition du programme d'appui au parc de l'Entente. Vers l'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information de l'ORTB, le sujet a fait l'objet d'échanges entre agents de l'ORTB et de radiodiffusion et télévision du Bénin ce mercredi. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez, direction la Marina, réunion hebdomadaire des ministres aujourd'hui. Le conseil présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, s'est achevé sur une série de décisions. Il s'agit de 6 projets de décrets de compte rendu de réunions organisées en 4 chapitres. 24 nominations ont été prononcées à l'issue de ce conseil. Elles concernent le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice, de l'énergie et de l'eau et celui du travail et de la fonction publique et des affaires sociales. On écoute le ministre d'État, Pascal Irénée Koupaki, pour le point. Le Conseil des ministres a adopté 6 projets de décret. Il s'agit des projets de budget 2016 de 6 établissements publics, à savoir la Société béninoise des manutentions portuaires, la Compagnie béninoise de navigation maritime, le port autonome de Cotonou, la Société des industries textiles du Bénin, la Société béninoise des hydrocarbures et l'Office béninois des recherches géologiques et minières. Ces 6 projets de budget ont été approuvés par le Conseil avec des recommandations particulières sur la gouvernance de ces entreprises. Le Conseil des ministres a par ailleurs examiné et adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances. Le Conseil a mis en exergue la nécessité impérieuse de la maîtrise de la chaîne des dépenses publiques et des régies financières, notamment à travers la création de directions centrales de supervision des dépenses publiques et de supervision des régies financières. Certaines missions ont été renforcées, notamment celle du suivi des participations de l'État dans les entreprises publiques. En outre, l'organisation du ministère a été mise en conformité avec la loi organique relative aux finances publiques. Le Conseil a entendu une communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à la suspension des travaux de construction sur la berge du chenal de Cotonou, au lieu dit Gari, à proximité de l'ancien pont de Cotonou. Le promoteur de ces travaux n'a pas reçu toutes les autorisations requises. Pour renforcer la gouvernance et protéger les investissements privés, le Conseil a rappelé qu'il est important que chacun respecte les dispositions légales et réglementaires de notre pays en toute action juridiquement encadrée. Le Conseil des ministres a approuvé la mesure proposée par le ministre de l'Économie et des Finances, à savoir la mesure de suspension des travaux. Enfin, à l'issue du Conseil, 4 fonctionnaires du ministère du Cadre de vie et du Développement durable ont été relevés de leurs fonctions. Des nominations ont été prononcées, dont 10 au ministère de l'Économie et des Finances, 9 au ministère de la Justice et de la Législation,
une nomination au ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, 2 au ministère des Infrastructures et des Transports et 2 au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. On quitte la marina pour parler de ce braquage, des braqueurs qui ont encore dicté leur loi au quartier Missebor cet après-midi. On déplore des blessés et un mort. Mathieu Sokeno et Jean-Claude James pour le point. Eh bien, quelques problèmes avec cet élément, nous y reviendrons. Et on parle de nous-mêmes. L'ORTB s'investit depuis quelques mois dans l'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information. La question a fait l'objet d'un atelier. Il a réuni ce mercredi à Cotonou plusieurs agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Bertrand Loyon, Ibrahim Lawani pour le point. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin veut se doter d'un système d'information assez efficace, d'où la question de sa géomatisation. La géomatisation des organisations est une science qui permet de voir tous les critères qu'il faut pour réussir l'informatisation d'une organisation. Alors les approches psychologiques, sociologiques, scientifiques, techniques, financières qu'il faut mettre de l'avant pour réussir l'insertion de la technologie dans l'organisation. Cet atelier de géomatisation de l'ORTB est l'une des étapes du processus d'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information de l'Office, enclenché depuis près de 2 mois. À l'issue d'une procédure d'appel d'offres, la société canadienne GeoImage Solutions, qui a l'expertise en la matière, a été retenue pour élaborer ce schéma directeur. Le schéma directeur des systèmes d'information est un document qui va régir les stratégies informatiques d'une organisation sur une période donnée et qui intègre le volet matériel et la gestion informatique. Il convient de souligner que l'absence d'un schéma directeur des systèmes d'information de l'ORTB a été déplorée par un audit sur l'Office en 2013. Les travaux prévoient notamment l'évaluation et la planification des besoins de l'Office en termes de consommables informatiques, d'outils informatiques, de logiciels, d'architecture réseau. À l'heure du numérique, l'exploitation d'un bon système d'information est une nécessité pour l'ORTB. Nous ne pourrons rien faire dans quelques mois, dans quelques années, sans avoir un système d'information performant. Transporter les images, transporter les programmes, nous en avons besoin. Le présent atelier permettra donc de vous renseigner sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et de vous sensibiliser sur les meilleures pratiques en vue d'une meilleure efficacité dans leur intégration et leur exploitation. Le processus d'élaboration des schémas directeurs des systèmes d'information de l'Office est conduit dans un esprit participatif avec la mise en place de 2 comités de pilotage et de suivi constitués d'agents de l'ORTB. Sur ce même registre, quelles solutions concrètes, notamment de partage d'infrastructures pour un aménagement numérique du territoire? C'est le thème du 13e séminaire international du réseau francophone de régulation des télécommunications Fratel qui se tient depuis hier à Cotonou. Les travaux se déroulent sous la férule de l'autorité de régulation des télécommunications électriques et de la poste. Le compte-rendu de Mesmer Adisso. L'objectif de ce séminaire est de réunir les régulateurs du secteur des communications électroniques pour travailler et discuter des questions d'aménagement numérique du territoire. Les échanges porteront également sur les conditions de partage du réseau pour couvrir le territoire, les outils de gestion et de développement harmonieux des infrastructures de télécommunications. Le souci étant d'assurer l'accès facile aux services de base à tous, quelle que soit la situation géographique. Nous voudrions faire de cet événement une tribune d'envergure pour aborder les solutions tant réglementaires, technologiques, économiques, afin de permettre un développement efficace des réseaux hauts et très haut débit fixes et mobiles sur l'ensemble du territoire national du Bénin et sur l'ensemble des pays membres du réseau Fratel
et ainsi pour inciter le développement dans les zones les moins attractives. La tenue du 13e séminaire de régulation des télécommunications est, pour le représentant du président du réseau francophone de régulation des télécommunications Fratel, la preuve de la continuité des actions, de la pérennité des efforts et de la force de ce réseau qu'il a pu mettre en place avec l'engagement de ses membres. Ces rencontres du réseau Fratel tiennent une place de choix en raison de notre conviction que ce réseau permet de partager les expériences dans un cadre francophone et constitue un réel moyen d'échange de points de vue et d'expérience et un vrai levier pour le développement des secteurs des télécommunications et des technologies de l'information dans nos pays respectifs. Plus de 120 participants venus de 48 pays du réseau apporteront en l'espace de 2 jours leur contribution aux nouvelles politiques d'organisation et de partage des infrastructures pour le développement des télécommunications. Une question dans cette édition. Quelle est la position de l'Association des femmes juristes du Bénin sur la question du mandat unique préconisé par le président Patrice Talon? Pour répondre à cette préoccupation, une équipe de la rédaction s'est adressée à Maître Marie-Élise Bédot. On l'écoute au micro de Daniel Ada et Wisland Libla. Nous ne sommes pas contre le mandat unique. Nous voulons profiter également de ces réformes pour introduire dans la Constitution le principe jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle selon lequel la forme républicaine, la laïcité de l'État, la limitation d'âge et du nombre du mandat présidentiel ne peuvent faire l'objet d'une révision. Donc, c'est un ensemble de dispositions. Alors, nous partons du principe que dès lors que la jurisprudence dit que le mandat, la limitation d'âge, la laïcité ne peuvent faire l'objet de révision, je pense que c'est le meilleur garde-fou pour sécuriser le mandat présidentiel. Si un président de la République, comme notre président actuel, veut faire comme le président Mandela, qui avait droit à 2 mandats, mais qui a choisi de faire un seul mandat, libre à lui, on ne peut pas l'en empêcher, parce que c'est lui qui sait où il va. C'est lui qui sait que dans 5 ans, comme il a d'ailleurs dit encore la semaine dernière, il voudrait que le peuple béninois le porte en triomphe à l'issue de son mandat de 5 ans. Donc c'est lui, avec le gouvernement, qui sait quel objectif il va atteindre dans les 5 ans à venir. On ne peut pas s'y opposer. Il se pourrait que peut-être que celui qui va venir après lui voudrait bien faire les 2 mandats. Donc, on dit ça ne vaut pas la peine d'institutionnaliser le mandat unique. Le plus important, c'est que le peuple béninois puisse veiller au grain pour empêcher un président de la République qui voudrait faire 3 mandats. Retour sur cette actualité de braquage, des braqueurs qui ont encore dicté leur loi au quartier Missebo cet après-midi à Cotonou. On déplore des blessés et un mort. Jean-Claude James et Mathieu Soken. À l'entrée de cette vont des traces de balles par terre. Quelques mètres après, des paires de chaussures laissées ça et là par les usagers fuyant les coups de feu qui ont brisé la glace de ce véhicule. Le quartier Missebo est pour la énième fois la cible d'un braquage. 3 blessés, un mort et une quantité d'argent arrachés aux propriétaires de cette boutique. Ce conducteur de taxi moto va porter à jamais les séquelles de ces coups de feu. Je suis carré à côté. Il commence pas à tirer. Dès qu'il commence pas à tirer, moi j'ai tourné mon visage en même temps. Il a un balle qui est venu coller dans une voiture dindon là pour venir coller mon visage. Je viens de quitter à l'hôpital comme ça. La population est mécontente et pour cause, la réaction tardive des forces de sécurité. Au moins 15 à 20 minutes. Même 30 minutes.
Le chef de l'État est appelé à la rescousse. Mais j'exhorte au père, son excellence, M. Talon Patrice, de prendre des mesures sincères afin qu'on ne veuille plus observer cette situation funeste. La question de l'insécurité refait surface et mérite beaucoup plus d'attention. Autre actualité, la Confédération syndicale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, a tenu ce jour son 34e conseil confédéral. À l'ordre du jour, l'examen du rapport d'activité du secrétaire général et l'adoption du budget prévisionnel 2016. Alain Dossiervaux pour le point. C'est le 12 mai 2015 que la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, a tenu son dernier conseil confédéral ordinaire. Un an déjà que la troupe dirigée par Dieudonné Lokossou a fait des projections sur les 12 mois à suivre. Aujourd'hui, l'heure est donc au bilan. Parmi les confédérations ou centrales syndicales qui représentent et défendent les travailleurs dans notre pays, la CSA s'honore d'être l'une des rares confédérations à s'imposer la mission de reddition annuelle de comptes qui est une vieille pratique hérité de nos prédécesseurs depuis la création de la CSA Bénin en 1991. Au cours de l'année 2016, nous avons ensemble 2 défis majeurs à relever pour le rayonnement ascendant de la CSA Bénin. Il s'agit de la 3e édition des élections professionnelles, plusieurs fois programmées et reportées pour diverses raisons par le régime défunt, et l'organisation du 6e congrès statutaire de la CSA Bénin. Ce congrès qui doit impérativement avoir lieu dans le courant de cette année parce que l'alternance syndicale est une vertu cardinale instaurée par les pères fondateurs de la CSA Bénin que nous ne saurions remettre en cause par égoïsme ou par subterfuge au risque de ternir notre image au sein de l'opinion publique. La tenue de ce 34e Conseil confédéral permettra à la CSA Bénin de procéder à l'examen puis à l'adoption du budget prévisionnel au titre de l'année 2016. L'ouverture de cette session confédérale a offert l'occasion au secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin de passer en revue l'actualité politique. Dieudonné Lokossou s'est réjoui de l'alternance intervenue au sommet de l'État, mais appelle les militants à rester vigilants. Évaluation des résultats du programme d'appui au parc de l'Entente, une rencontre d'échange d'expériences entre experts pour une meilleure conservation des écosystèmes. Soutien en Cotonou, la rencontre est initiée par l'UEMOA. Le reportage de Mathieu Sokenou et Marie-Louise Perrin. La 5e réunion du comité technique de suivi du programme d'appui au parc de l'Entente PAPE donne corps à la volonté des gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo de répondre aux défis environnementaux par une gestion durable de la biodiversité, des écosystèmes, des parcs du W Arli, de la Pandjari et de l'Otikéran Mandouri, encore appelé complexe WAPO. La conservation des ressources naturelles et de l'environnement, notamment la gestion durable des aires protégées, occupe une place stratégique dans la politique commune d'amélioration de l'environnement de l'Union, constitue le cas de référence pour faire du secteur de l'environnement un des moteurs de la croissance économique et un moyen permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. À cet effet, le programme d'appui au parc de l'Entente constitue une des actions majeures de l'UEMOA dans le domaine de la diversité biologique, au même titre que le programme régional de biosécurité. Ces assises vont permettre aux pays et aux partenaires du complexe WAPO d'évaluer les acquis des diverses interventions pour renforcer la synergie dans les actions en vue de conserver et de gérer les différents espaces protégés du complexe WAPO. Je voudrais donc vous inviter, comme à l'accoutumée, à mener des analyses approfondies des acquis et perspectives afin de formuler des recommandations idoines qui permettront au Conseil ministériel de définir des orientations et stratégies appropriées pour une gestion harmonisée des ressources du complexe.
vous avez pris la mesure de votre responsabilité qui consiste à proposer le processus de pérennisation des acquis du programme à travers l'adoption d'un dispositif de capitalisation impliquant les 3 composantes du programme, enfin identifier un mécanisme indicatif de prolongation du programme. La préservation des écosystèmes du complexe WAPO amènera les experts à une démarche régionale harmonisée d'une gestion durable de la biodiversité dans l'espace communautaire. Un tour à l'université d'Abomey-Calavi. Sabay Kate est désormais docteur en sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Les travaux de recherche ont porté sur les changements climatiques et leurs effets pervers sur les rendements agricoles, avec comme cas d'école la commune de Banikwara. Il a présenté sa thèse de doctorat ce mercredi à l'Institut des sciences biomédicales appliquées. Samuel Admi, Rosemont Tchaboué. Après en avoir délibéré, le jury vous décèle le grade de docteur en sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable plus les félicitations. Une distinction qui vient auréoler 4 années de recherche en sciences agronomiques. L'impétrant place au cœur de sa thèse de doctorat la problématique actuelle des changements climatiques et leurs effets pervers sur l'agriculture. Les mesures d'adaptation en zone agro-pastorale de production cotonnière dans la commune de Banikwara confèrent une originalité à ce travail de recherche. Sur le plan de la variabilité du climat, sur le plan de la baisse de fertilité et de l'approche du paysan, il a modélisé ce que ce peut être le climat d'ici 2050, en prenant comme pas de temps les décades au niveau du régime, mais aussi en prenant comme pas de temps les décennies au niveau pluviométrique. Et tout cela l'a conduit réellement à envisager, non pas forcément un scénario catastrophe, mais un scénario qui oblige quand même à prendre des mesures d'adaptation pour contrer les effets pervers d'un changement climatique. Dans son approche méthodologique, l'ancien ministre de l'Agriculture révèle la vulnérabilité de l'agriculture face au changement climatique. Il évalue leurs conséquences et dénonce un danger permanent qui guette les rendements agricoles. Ce danger, c'est la baisse des fertilités des sols. Alors, j'ai fait une étude diachronique de 1970 à 2013 où j'ai analysé la situation. Et l'étude a révélé que entre 1970 et 2013, le taux de nutriments des sols de Banikwara ont baissé significativement, notamment la teneur en carbone, en azote, en phosphore, en base échangeable et en capacité d'échange cationique. Le sol est le support de toute production. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre des solutions pour une gestion durable. Avec une nouvelle corde à son arc, le député, bardé de diplômes, lègue une œuvre à valeur documentaire pouvant servir d'outil de référence dans le secteur agricole à l'ère du dérèglement climatique. Et on parle santé dans cette édition, campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Les autorités gouvernementales et les partenaires techniques et financiers sont descendus sur le terrain pour constater le démarrage effectif de l'opération. Ils étaient ce mercredi 25 mai à l'école primaire publique de Godomé Centre. On fait le point avec Amadine Niamossou. Monfidat Tchalaza, âgé de 9 ans et élève à l'école primaire publique de Godomé Centre, vient de recevoir sa première dose du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Comme elle, toutes les filles de 9 à 13 ans sont concernées par cette campagne de vaccination. Cette tranche d'âge n'a pas été choisie au hasard. La tranche d'âge qu'on a choisie, c'est bien 9 ans à 13 ans et non pas 11 ans, 14 ans ou tout ce qu'on attend à droite et à gauche. Parce que malheureusement, dans notre pays, les enfants ont des rapports sexuels précoces. Donc nous pensons qu'en choisissant 9 ans à 13 ans, nous allons atteindre la cible qu'il faut. Ce vaccin obéit aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le Bénin n'est pas le seul pays africain à le faire.
c'est le 12e pays. La descente sur le terrain des autorités gouvernementales et des partenaires techniques et financiers vise à constater le démarrage effectif de cette campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Mes impressions sont très bonnes d'entrée, je peux vous le dire. Les agents de la santé ou les hommes de la santé vous diront globalement qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et lorsque ils nous ont annoncé cette opération qui démarre, nous avons manifesté notre disponibilité à l'accompagner du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour, disons, assister, n'est-ce pas, à ce qui se fait et prendre notre part dans la conduite de l'opération. Nos jeunes filles d'aujourd'hui n'auront pas le cancer du col dans 15 ans, 20 ans, 30 ans et plus. Nous sommes entièrement satisfaits. L'OMS, l'UNICEF, l'Agence de médecine préventive et tous les partenaires qui soutiennent cette campagne sont honorés de voir le gouvernement s'engager pour la promotion de la santé des jeunes filles au Bénin. Vous savez aussi que le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de mortalité après le cancer du sein. Donc c'est une grande prévention, il faut que les mères apportent leurs filles et que les écoles aussi soient prêtes pour qu'on vaccine les filles de notre pays. Protéger la jeune fille contre le cancer du col de l'utérus, c'est protéger la société. Les parents sont invités à soutenir l'initiative dont la première phase prend fin ce 26 mai 2016. Et sur ce même registre de la santé, le 25 mai de chaque année est décrété Journée mondiale de la thyroïde. La thyroïde est un organe essentiel pour notre corps. Chef d'orchestre, il est un véritable régulateur central de notre organisme. Alors, la journée est retenue pour sensibiliser le public sur les conséquences de son dysfonctionnement. Que retenir de la thyroïde? Que faire pour l'entretenir? Suivez les explications du docteur Daniel Amoussouguenou, endocrinologue. Il est au micro de Héloïse Winato et Patrick Benou. La thyroïde est une glande dite endocrine parce qu'elle sécrète ses hormones à l'intérieur du corps et cette glande est située à la face antérieure du cou. C'est une glande qui produit ce qu'on appelle les hormones thyroïdiennes et ces hormones sont nécessaires pour régler la température et participer à régler le métabolisme du corps. Si les hormones sont en excès, la chaleur est excessive, le métabolisme est excessif. Si les hormones sont en défaut, il y a plutôt une tendance à avoir une frilosité, à avoir d'autres signes qui font qu'on parle en ce moment-là d'hypothyroïdie. En dehors des troubles de nodules de goitre, d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie, on peut aussi rencontrer des inflammations de la glande. Et ces inflammations de la glande, qui sont souvent passagères, on les appelle les thyroïdites. Et en dehors de ces thyroïdites, il y a aussi malheureusement une possibilité de développer un cancer thyroïdien. La plupart des dysfonctionnements thyroïdiens sont d'origine un peu prédisposée, on peut dire familiale ou génétique. Donc très souvent c'est les femmes et c'est des femmes, surtout pour l'hyperthyroïdie, c'est des femmes plus ou moins jeunes qui ont été stressées, qui ont eu par exemple des troubles conjugaux ou bien des troubles familiaux ou des conflits au marché ou des histoires comme ça et la glande s'emballe et c'est après cet emballement qu'on constate que ces personnes sont malades. L'hyperthyroïdie pourrait être prévenue, avoir une alimentation saine, équilibrée en iode, parce que aussi les apports un peu désordonnés d'iode peuvent jouer. Il y a des aliments qui donnent déjà un goitre. Donc, lorsque nous prenons par exemple le manioc, les choux, les tubercules en général, mais surtout le manioc. En général, nous avons besoin de l'iode qui se trouve dans le sel ou dans l'eau. Et en prenant en quantité normale l'iode, on est très souvent, disons, équilibré.
Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le point du Conseil des ministres. À 21h30, un entretien sur le thème le programme d'appui aux enfants exclus du système éducatif. Et à 22h, le feuilleton Les choix de l'amour. Le journal du soir est prévu pour 23h30. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.